80 kg de muscles furieux, percutant un bouclier à la vitesse d'un sprinter olympique. Le craquement d'os audible même à travers le fracas de la bataille. Et un grognement bas, guttural, qui glace le sang même des vétérans de dizaines de guerres. Ce n'étaient ni des lions, ni des ours, mais des créatures façonnées par des mains humaines, avec un seul objectif: tuer sur ordre. Tandis que le monde admire la discipline de fer des légions romaines, ces démons quadrupèdes marchaient toujours dans leur ombre, leurs crocs ouvrant la voie à l'Empire, là où les épées fléchissaient. Mais comment les Romains sont-ils parvenus exactement à transformer un simple chien de berger en une arme biologique vivante, capable de briser les lignes ennemies? Et pourquoi, même des milliers d'années plus tard, leur héritage suscite-t-il une peur primaire? La réponse à cette question dissimule une vérité cruelle sur le prix de la grandeur, que nous dévoilerons d'ici la fin de cette histoire. L'histoire de ces bêtes a commencé bien avant que Rome ne devienne la maîtresse incontestée de la Méditerranée. Dans les montagnes rudes et inaccessibles de l'Épire, sur le territoire de l'Albanie et de la Grèce actuelle. L'ancien géographe Strabon, dans ses œuvres fondamentales, notait que les chiens de ces régions surpassaient tous les autres animaux connus du monde, non seulement par leur taille gigantesque, mais aussi par l'incroyable férocité avec laquelle ils protégeaient les troupeaux contre les loups et les ours. Ces chiens furent trempés pendant des siècles dans des conditions où toute faiblesse signifiait une mort immédiate. La sélection naturelle ne laissant survivre que les individus les plus agressifs et les plus puissants. Ces géants massifs et à la poitrine large, dotés de coups puissants et de têtes massives, étaient nommés par les Grecs et les Romains d'après la tribu qui les avait élevés, le Canis molossus. Le chien molosse était un roc vivant contre lequel venaient se briser les vagues de prédateurs, et son aboiement résonnait comme le signe avant-coureur d'une tempête dans les gorges montagneuses étroites, avertissant les bergers du danger à des kilomètres à la ronde. Cependant, ces gardiens durent bientôt délaisser la protection des ovins pour la chasse à une proie bien plus dangereuse et rusée: l'homme. Car le monde antique comprit rapidement le potentiel d'une telle force brute. La première rencontre véritablement choquante des Romains avec ces animaux eut lieu durant les guerres sanglantes contre le roi Pyrrhus en 280 avant notre ère. Les légionnaires, habitués au cliquetis du métal et aux cris des hommes, virent soudain devant eux non pas de simples chiens, mais une unité de combat organisée qui ne connaissait aucune peur face à la formation compacte des boucliers. Les Histiens de l'époque, dont Plutarque, décrivent l'horreur des soldats qui se trouvaient impuissants face à la fureur animale, car un chien ne pouvait être intimidé par des cris ni forcé de reculer par la menace d'une manœuvre. Ce fut un affrontement entre le fer froid et calculateur et la haine chaude et pulsante, où des crocs capables de percer une armure de cuir se révélaient plus terrifiants que les lances grecques, les sarisses. Les Romains, pragmatiques jusqu'à la moelle, comprirent rapidement qu'une force destructrice d'une telle ampleur ne pouvait être ignorée ou simplement détruite. Elle devait être appropriée et mise au service de la République. Pour créer le tueur idéal, une sélection rigoureuse était nécessaire, sélection que l'auteur romain Columelle décrira plus tard en détail, insistant sur des paramètres physiques précis. Le chien devait être absolument noir ou très foncé pour rester invisible dans l'obscurité et paraître un véritable rejeton de l'enfer à la lumière des torches. Cette couleur et ce type de pelage spécifique étaient appelés fuscus. Ce n'était pas seulement une couleur, mais le camouflage de la mort elle-même, permettant à l'animal de se rapprocher des sentinelles sans qu'elles aient le temps d'émettre le moindre son. Leur mâchoire possédait la force d'un étau hydraulique, capable de broyer les os des bras et des jambes, neutralisant définitivement l'adversaire d'une seule morsure précise. Tandis que leur cou massif, recouvert de plis de peau épaisse, servait de protection naturelle contre les coups de dague en retour.
Les éleveurs romains commencèrent à renforcer ces qualités de manière ciblée, croisant les plus grands chiens d'Épire avec des chiens de guerre des Bretons et d'autres races, afin d'obtenir un monstre ignorant la douleur. Les découvertes archéologiques, y compris les statues et les mosaïques de cette période, montrent des animaux avec une musculature de la poitrine anormalement développée, ressemblant à des mastifs modernes, mais beaucoup plus secs et hauts au garrot. Chacun de ces chiens coûtait une fortune, comparable au prix d'un bon cheval de guerre, et posséder une meute de molosses était un signe non seulement de richesse, mais aussi de puissance militaire. Cependant, la force naturelle et la génétique seules ne suffisaient pas à transformer une bête sauvage en un soldat discipliné de la Légion. Les légionnaires et leurs commandants comprenaient parfaitement que sur un champ de bataille chaotique, un monstre incontrôlable était aussi dangereux pour ses propres camarades que pour l'ennemi. C'est pourquoi commença ce qui fut peut-être l'école de dressage la plus cruelle et méthodique du monde antique, destinée à briser l'instinct de conservation et à le remplacer par une obéissance aveugle. L'odeur suffocante de la viande crue, mêlée à l'arôme âcre du cuir tanné et de la peur, emplissait les terrains d'entraînement à la périphérie des camps militaires romains, où l'air vibrait d'un rugissement plus proche du tonnerre. Ici, loin des marches de parade, s'opérait la transformation de la chair vive en instrument de terreur. Et ce processus était dénué de toute pitié ou sentimentalité. Pour forcer un chien à se jeter contre un mur de bouclier ou sous les sabots d'une cavalerie en pleine charge, les dresseurs romains brisaient les instincts naturels de la bête, utilisant la faim comme levier de contrôle principal. Les auteurs antiques, décrivant la préparation des animaux, faisaient allusion à l'utilisation de mannequins vêtus de haillons barbares, pris comme trophées et imprégnés de sang, afin de développer chez les animaux un réflexe conditionné d'agression envers une image visuelle et une odeur spécifique. Ce n'était pas un simple dressage, mais un codage psychologique, où chaque morsure réussie était récompensée par un morceau de chair fraîche, et toute hésitation était punie par de violents coups de fouet. Mais même le chien le plus féroce restait vulnérable à la pointe d'une lance ou au coup tranchant d'une épée, et le génie militaire romain trouva la solution à ce problème dans les forges. Si le légionnaire était protégé par le fer, son compagnon quadrupède ne devait pas non plus aller au combat sans défense, se transformant d'une simple bête en un bélier blindé. Les artisans créaient pour les chiens des gilets spéciaux en cuir bouilli épais, et pour les spécimens particulièrement précieux, des caparaçons de côte de maille, qui pesaient jusqu'à 5 kg, mais permettaient de conserver mobilité et rapidité. Cependant, l'élément d'équipement le plus important et le plus terrifiant était un large collier clouté de longues pointes de fer acérées, saillant dans toutes les directions. Cet accessoire mortel, destiné à protéger la gorge du chien contre les morsures de loup et les couteaux ennemis, était appelé mélon. Le mélon transformait le cou de l'animal d'un point vulnérable en une arme active. Lorsque le chien percutait les rangs ennemis ou s'agrippait à la jambe d'un cheval, les pointes déchiraient la chair de l'adversaire, infligeant d'horribles blessures lacérées au moindre mouvement de tête. Sur les bas-reliefs de la colonne de Marc Aurèle, on peut distinguer les silhouettes de ces animaux marchant aux côtés des légionnaires, et l'éclat de leurs colliers à pointe, qui devaient paralyser la volonté de l'ennemi avant même le début de l'affrontement. L'entretien d'une telle arme vivante était un plaisir incroyablement coûteux, comparable au service de la cavalerie d'élite, et nécessitait des calculs précis de la part des intendants. L'écrivain et agronome romain Varron, dans ses traités, détaillait la ration des grands chiens de garde, indiquant qu'ils nécessitaient du pain d'orge trempé dans du petit lait pour maintenir leur masse musculaire, et, ce qui était crucial, de la viande cuite. La logistique de la Légion, déjà surchargée par la nécessité de nourrir des milliers d'hommes, devait prendre en compte la livraison quotidienne de centaines de kilogrammes de provisions pour les meutes de chiens. Chacun de ces chiens consommait une ration qui aurait suffi à 2 hommes adultes.
ce qui exerçait une pression énorme sur le convoi, forçant le commandement à n'utiliser les chiens que dans les campagnes où leur efficacité justifierait chaque denier dépensé. Le coût d'un molosse entraîné pouvait atteindre la valeur de plusieurs esclaves femmes. C'est pourquoi ils étaient choyés, comme des machines de siège, n'étant lâchés qu'au moment décisif. Chaque dizaine de ces bêtes était assignée à un surveillant spécial, dont la vie dépendait de la fermeté avec laquelle il tenait les chaînes. Ces hommes, souvent eux-mêmes chasseurs ou vétérans, vivaient aux côtés des chiens, dormaient sur la même paille qu'eux, et étaient les seuls que ces monstres laissaient approcher sans agression. La relation entre l'homme et la bête, ici, n'était pas basée sur l'amour, mais sur la domination et le respect mutuel de la force. Car toute faiblesse de la part du chef de meute pouvait se solder par une gorge déchirée. Dans l'ordre de marche de la Légion, les détachements canins occupaient une place spéciale, généralement à l'arrière-garde ou sur les flancs, afin que leurs aboiements ne démasquent pas les forces principales prématurément et ne rendent pas nerveux les chevaux de la propre cavalerie. Des mentions subsistent de la façon dont les Romains surveillaient méticuleusement l'état des pattes de leurs animaux de compagnie lors des longues marches sur les routes caillouteuses de l'Empire, allant parfois jusqu'à leur confectionner des étuis en cuir en guise de chaussures. C'était une attention étrange, presque grotesque. Les hommes graissaient les pattes de créatures qu'ils préparaient à une mort certaine pour la gloire de Rome. Lorsque la Légion approchait des frontières de terres hostiles, la tension dans ces détachements atteignait son paroxysme, et le cliquetis des chaînes des mélons devenait le signe avant-coureur d'un enfer imminent. Les chiens, sentant l'adrénaline des milliers d'hommes autour d'eux et captant des odeurs étrangères, commençaient à s'agiter, tirant sur les laisses avec une force capable de faire tomber un soldat imprudent. Les commandants savaient qu'il était impossible de retenir longtemps cette avalanche de fureur bouillonnante, et le moment de décrocher les mousquetons approchait avec l'inéluctabilité du destin. 231 avant notre ère, les forêts sauvages et impénétrables de Sardaigne, où l'air vibre sous une chaleur suffocante, et le chant des cigales. La machine de guerre romaine, conçue pour les batailles régulières en terrain découvert, se retrouva soudain impuissante et aveugle face à un ennemi qui refusait de jouer selon les règles de la guerre civilisée. L'historien byzantin Zonaras, s'appuyant sur les livres perdus de Dion Cassius, décrit comment le consul Marcus Pomponius Mato fut confronté à une situation humiliante. Les légionnaires en armure lourde s'épuisaient à traquer les insulaires rapides qui se volatilisaient dans les fourrés épais et les grottes, tels des fantômes. Ce fut un moment de vérité, où le commandement romain réalisa que contre un ennemi invisible, il fallait lâcher celui qui voyait par le nez, et non par les yeux. Au lieu de la formation habituelle en manipule, le légat donna un ordre qui transforma l'opération militaire en une battue humaine massive et sanglante. Ce ne furent pas les principes avec leurs lourds pilums qui s'avancèrent, mais des détachements légers, accompagnés de bêtes se débattant au bout de leurs laisses, dont la respiration lourde étouffait le murmure de la forêt. Cette tactique d'encerclement et de refoulement de l'ennemi à l'aide d'une chaîne de rabatteurs reçut un nom spécial dans l'art militaire romain, l'indago. L'indago n'était pas une simple chasse, mais une manœuvre tactique complexe où les troupes et les meutes de chiens formaient un anneau qui se resserrait, ne laissant à la victime aucune chance de s'échapper inaperçue. Les chiens agissaient ici non seulement comme des armes, mais comme des capteurs de haute précision, capables de déceler les molécules de peur, les phéromones libérés par les hommes effrayés se cachant dans des caches souterraines et des buissons denses. Dès que la première meute prit la trace, la forêt se remplit de sons qui glaçaient le sang même des centurions chevronnés. Ce n'était pas un cri de guerre, mais une symphonie chaotique d'aboiements, de hurlements et de cris humains. Les animaux lâchés de leurs chaînes se transformèrent en éclairs gris traversant les sous-bois, là où un homme se serait empêtré dans les branches, et faisait irruption dans les refuges des Sardes avec une rage indescriptible.
Les découvertes archéologiques dans cette région confirment la présence de profondes grottes karstiques qui devinrent des pièges mortels. Les hommes, espérant attendre la fin du danger dans l'obscurité, se retrouvaient enfermés en tête-à-tête avec des molosses enragés dans un espace clos. Cependant, le début de cette expérience sanglante fut accompagné de sérieuses difficultés, rarement mentionnées dans les manuels, mais inévitables lors du maniement d'une arme vivante. Dans le chaos du combat en forêt, où la visibilité était limitée à quelques mètres, l'instinct du tueur prenait parfois le dessus sur le dressage, et les chiens, ivres de l'odeur du sang, cessaient de distinguer les amis des ennemis. Certaines sources font allusion à des cas où les handlers, dresseurs, furent contraints de tuer leurs propres animaux avec des javelots pour sauver des éclaireurs alliés qui s'étaient accidentellement retrouvés sur la trajectoire de la meute enragée. Le contrôle de cette avalanche de crocs et de muscles tenait à un fil, exigeant des Romains une tension incroyable et des commandes vocales constantes pour couvrir le bruit de l'affrontement. Mais l'efficacité de la méthode l'emportait sur tous les risques. Le moral des Sardes fut brisé, non pas tant par les pertes, que par le fait même d'être pourchassés comme du gibier. Plutarque et d'autres auteurs notèrent plus tard que la peur d'être dévoré vivant agissait sur les barbares bien plus fortement que la peur de mourir par l'épée. Car l'épée promettait une fin rapide, tandis que les crocs annonçaient une agonie douloureuse et la transformation de l'homme en un morceau de viande. Le succès en Sardaigne marqua un tournant. Rome comprit qu'elle détenait entre ses mains l'outil idéal pour la répression des guerres de guérilla et le nettoyage des terrains difficiles d'accès. Les rumeurs concernant ces démons quadrupèdes commencèrent à se propager dans le monde antique plus rapidement que les légions ne pouvaient marcher, créant autour de l'armée romaine une aura de terreur surnaturelle. Mais la véritable mise à l'épreuve de cette technologie de meurtre vivante était encore à venir. Lorsque Rome allait devoir affronter, non pas des rebelles cachés, mais une force militaire organisée, capable de défier l'Empire lui-même. Les commandants commencèrent à préparer les meutes pour un transfert vers le nord, où les attendaient les brumes froides, et des ennemis dont la rage pouvait rivaliser avec celle des molosses eux-mêmes, et où les enjeux augmenteraient jusqu'à la survie de toute la civilisation. 43 après Jésus-Christ, les côtes brumeuses de la Bretagne, où le monde romain se heurta à une force que les légionnaires considérèrent initialement comme le produit de cauchemars nocturnes. Les troupes de l'empereur Claude, débarquées sur cette île froide, rencontrèrent une résistance à laquelle il était impossible de se préparer sur le champ de manœuvre. Les tribus celtes ne se tenaient pas simplement comme un mur, elles utilisaient des plateformes mobiles de mort, balayant tout sur leur passage. Le fracas des roues cerclées de fer se mêlait aux cris de guerre des guerriers peints en bleu, créant une cacophonie capable de briser l'esprit même des vétérans des campagnes germaniques. Dion Cassius, dans son Histoire romaine, décrit la panique qui s'emparait de l'infanterie à la vue des chars qui se précipitaient sur elle, dont les faux sur les roues fauchaient les hommes comme du blé mûr. Ces légers chariots à deux roues, conduits par des auriges d'aimants qui pouvaient courir sur le timon entre les chevaux en pleine vitesse, étaient appelés Aesedae par les Romains. Les Aesedae représentaient le principal casse-tête tactique pour le commandement romain. Ils étaient trop rapides pour l'infanterie et trop maniables pour la lourde cavalerie romaine. Les légats comprirent que ce tourbillon de mort ne pouvait être arrêté que par une frappe sur son unique point faible, les chevaux. Mais s'en approcher avec une lance aurait été suicidaire pour un homme. C'est alors que retentit le signal de trompette qui changea le cours de la bataille. Au lieu d'hommes, une vague vivante de centaines de chiens revêtus de cuir et de fer fut lâchée contre les chars. Ce fut le point culminant du développement de la guerre cynologique romaine. Le moment où l'arme biologique fut utilisée non pas contre l'infanterie, mais comme moyen de défense anti-char de l'Antiquité. Les molosses romains, se rasant au sol pour éviter les coups de lance et les flèches, se glissaient sous le ventre des chevaux avec la grâce de serpents et s'agrippaient à l'endroit le plus vulnérable de tout quadrupède, les tendons des pattes arrière.
Cette action cruelle mais efficace, visant à immobiliser l'ennemi en coupant les jarrets, était appelée succissio dans la terminologie militaire romaine. La succissio, exécutée par les chiens de guerre, entraînait des conséquences catastrophiques pour l'armée celte. Les chevaux, affolés par la douleur et l'incapacité de se tenir debout, tombaient, renversant les chars et écrasant leurs propres origes. Le champ de bataille se transforma en un carnage surréaliste, où les guerriers d'élite de Bretagne, éjectés de leurs chariots détruits, se retrouvaient face à face avec des bêtes enragées au sol, dans la boue, où l'avantage n'était plus à l'homme. Les historiens romains notèrent avec une admiration sombre que le chaos créé par les chiens permit aux légions de resserrer les rangs et de commencer l'anéantissement méthodique de l'ennemi désorganisé. Cependant, dans cette bataille, les chiens romains rencontrèrent un adversaire digne de leur rage. Les célèbres chiens britanniques, qui gardaient les convois celtes et n'avaient rien à envier aux molosses en taille ni en férocité. Le poète romain Gratius Faliscus, dans son ouvrage Synégetica, La chasse, écrira plus tard que, bien que les molosses surpassent tous les autres en beauté et en discipline, lorsqu'il s'agit d'un véritable combat, les chiens britanniques se battent à mort avec l'acharnement des damnés. Une lutte s'engagea non pas entre hommes, mais entre espèces, où des amas enchevêtrés de poils et de muscles roulaient sous les pieds des armées en combat. Et souvent, le vainqueur de ces duels n'était déterminé que par la présence d'un collier à pointe. Les pertes parmi les légionnaires quadrupèdes furent colossales. Les couches archéologiques de cette période sur les sites de grandes batailles contiennent parfois des os mélangés d'hommes et d'animaux, témoignant de leur égalité dans la mort. Mais pour Rome, ces pertes n'étaient qu'une ligne dans le rapport de dépenses. L'outil avait rempli sa fonction, brisant les lignes ennemies au prix de sa propre vie. Les corps des chiens morts n'étaient pas enterrés avec les honneurs. Ils étaient simplement jetés dans des fossés avec les cadavres des ennemis. Car pour l'Empire, seul le résultat comptait, et non le destin d'une unité individuelle, même la plus loyale. C'est là, sur les champs de Bretagne imbibés de sang, que les Romains se confirmèrent dans l'idée que la race locale possédait un potentiel unique qu'il fallait assimiler. Le fonctionnaire spécial, responsable de la sélection et de l'achat des bêtes pour les besoins impériaux, et plus tard pour les arènes, était appelé procurator cinegii. Les procuratores cinegii commencèrent l'exportation massive des chiens britanniques survivants vers Rome pour mélanger leur sang avec celui des molosses et créer un monstre encore plus parfait. Cette sélection, née dans la fournaise de la guerre, changea à jamais le patrimoine génétique des chiens européens. Mais le prix de cette victoire fut terrifiant. Les légions s'enfoncèrent plus loin dans l'île, laissant derrière elles des milliers de corps déchiquetés. Mais ce qui les attendait n'était pas la gloire, mais la prise de conscience que l'arme qu'ils avaient créée commençait à changer l'essence même de la guerre, la rendant excessivement cruelle, même selon les normes romaines. Et lorsque la fumée des batailles se dissipa, il devint clair que le véritable coût de l'utilisation des épées vivantes ne se mesurait pas en or, mais en quelque chose que les légionnaires commençaient à perdre dans leurs propres âmes. Lorsque les légions retournaient dans la ville éternelle en triomphe, menant des files d'esclaves et des chariots d'or pillés, marchaient dans l'ombre des arcs de triomphe ceux dont la loyauté n'exigeait aucune récompense, sauf un morceau de viande. L'Empire romain, ayant englouti la Bretagne, la Gaule et la Dacie, possédait désormais l'arme biologique la plus sophistiquée de l'histoire, et les Romains pragmatiques lui trouvèrent une nouvelle utilisation, encore plus sinistre. Le géographe grec Strabon, décrivant les exportations de Bretagne, notait avec une précision cynique que ces énormes chiens étaient parfaitement adaptés non seulement à la guerre, mais aussi au spectacle, transformant la mort en une représentation théâtrale. Les champs de bataille furent remplacés par le sol sablé du Colisée,
où le rugissement de la foule était plus fort que n'importe quel cri de guerre, et l'odeur du sang ne se dissipait jamais. Ici, pour le divertissement de la plèbe et des patriciens, les chiens de guerre devinrent les principaux acteurs d'un type particulier d'exécution qui conférait légalement à l'animal le droit de rendre justice sur l'homme. Cette procédure effrayante, par laquelle des criminels, des déserteurs ou des chrétiens non armés étaient livrés à la mise en pièces par les bêtes, était désignée par le terme latin damnatio ad bestias. La damnatio ad bestias n'était pas un simple meurtre, mais une humiliation publique, où l'homme était déchu de son statut de summum de la création et devenait de la nourriture, rabaissé au niveau d'un morceau de viande. Les chroniques romaines, y compris les Actes des martyrs, contiennent des descriptions effroyables de la manière dont des meutes de molosses, délibérément affamés pendant plusieurs jours, étaient lâchés dans l'arène contre des victimes attachées à des poteaux. C'était une démonstration de l'autorité absolue de Rome sur la nature et la vie. L'empereur, d'un simple mouvement du doigt, pouvait lâcher des bêtes qui déchiraient un homme en quelques minutes, ne laissant que des os blanchis sur le sable. Cependant, la transformation des soldats en bourreaux n'était qu'une facette de la médaille. Aux frontières de l'Empire, étendues sur des milliers de kilomètres, le rôle des chiens subissait des changements fondamentaux. À mesure que Rome passait d'une expansion agressive à une défense acharnée, la tactique d'utilisation des légionnaires quadrupèdes évoluait également, comme en témoigne le célèbre théoricien militaire du IVe siècle, Flavius Vegetius Renatus. Dans son œuvre fondamentale, Epitoma Rei Militaris, abrégé des affaires militaires, il ne décrit plus les chiens comme des unités d'assaut brisant les lignes, mais leur attribue un rôle qui exigeait non pas tant une rage aveugle qu'une vigilance et une intelligence incroyables. L'ère des grandes conquêtes était terminée, et les meutes attaquantes furent remplacées par des systèmes vivants d'alerte précoce, postés le long des murs et des remparts interminables du Limès. Ces chiens, dont la tâche était de patrouiller le périmètre des forteresses et de donner l'alarme à l'approche des barbares sous le couvert de la nuit, étaient désignés dans les documents d'état-major par le terme canis custos. Le canis custos était une sentinelle dont les sens remplaçaient la vision imparfaite des guetteurs dans la brume des forêts germaniques ou dans les tempêtes de sable de Syrie. Les fouilles archéologiques des forts romains le long du Rhin et du Danube révèlent régulièrement des ossements de grands chiens, gisant près des fondations des tours de guet, ce qui confirme leur présence constante au poste de combat. Désormais, leur vie ne dépendait pas de la rapidité de l'attaque, mais de leur capacité à distinguer le craquement d'une branche sous le pied d'un cerf de celui des pas d'un espion germain furtif. Ces animaux devinrent partie intégrante de la vie de garnison, et leurs aboiements nocturnes étaient le seul rappel pour les soldats qu'ils n'étaient pas seuls dans cette obscurité hostile. Cependant, c'est précisément cette dispersion des forces dans les garnisons qui entraîna une conséquence génétique inattendue, qui survécut à l'Empire lui-même pendant des milliers d'années. Des légionnaires, s'installant dans les terres conquises, fondaient des familles, construisaient des fermes, et, bien sûr, élevaient leurs fidèles chiens, les croisant avec des races locales pour obtenir une progéniture adaptée à un climat spécifique. Dans la ville d'Ara Flavia, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Rottweil en Allemagne, était stationnée l'une de ces légions, laissant derrière elle un grand nombre de chiens de bouvier et de chiens de guerre. C'est là, sur les ruines du camp militaire romain, que commença à se former la race dans laquelle coule encore le sang des molosses antiques. Le Rottweiler, un monument vivant à l'ingénierie militaire romaine. L'effondrement de l'Empire ne signifia pas la disparition de son soldat le plus fidèle. Au contraire, lorsque les légions partirent, les chiens restèrent, se transformant d'armes impériales en protecteurs des foyers et des troupeaux des gens ordinaires. Mais dans leur gène, dans la largeur de leur mâchoire et dans leur caractère inébranlable, s'est figé à jamais le souvenir de l'époque où ils portaient des colliers à pointe et chargeaient sous les aigles des légions.
L'histoire ne connaît pas d'autre exemple où une technologie militaire n'aurait pas été perdue, mais se serait dissoute dans la vie elle-même, devenant une partie du quotidien de millions de personnes. Et en regardant le descendant moderne de ces bêtes, nous pensons rarement que nous regardons dans les yeux d'une créature dont les ancêtres faisaient autrefois trembler les rois et décidaient du destin des civilisations par une seule morsure. Lorsque le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, fut déposé en 476 et que les majestueux aqueducs commencèrent à se transformer en ruines envahies par le lierre, l'Empire ne disparut pas sans laisser de traces. Il se dissolut dans le sang de ceux qui le remplacèrent. Le marbre romain s'effrita en poussière. Les lois furent oubliées et les routes détruites. Mais l'héritage vivant des légions se révéla plus durable que la pierre. Dans les villages reculés du sud de l'Italie, loin des villes en flammes, les descendants de ces mêmes molosses de guerre continuèrent leur service, protégeant désormais non plus les frontières de l'État, mais les simples fermes paysannes contre les bandits et les loups. C'est là, à l'ombre du Vésuve, que fut préservée la lignée la plus pure des bêtes antiques, que le monde connaît aujourd'hui sous les noms de Mastino napoletano et Cane corso. Ces géants modernes ne sont pas de simples chiens similaires. Ce sont les héritiers biologiques directs des gladiateurs romains, dont le nom corso dérive du terme latin qui désignait leur nouvelle fonction civile. Ce terme est cors, qui, traduit du latin, signifie non seulement une unité militaire, une cohorte, mais aussi protecteur, gardien de la cour ou garde du corps. En regardant la tête massive du Cane corso moderne, nous regardons le passé. Les études anatomiques montrent que la structure de leur crâne et leur musculature sont pratiquement identiques aux restes que les archéologues trouvent dans les sépultures militaires des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Ce sont des artefacts vivants, des musées respirants, qui ont transporté à travers 1500 ans le même ensemble d'instincts qui poussait leurs ancêtres à charger les Essédais britanniques. L'histoire a fait une incroyable pirouette. Les bêtes créées pour conquérir le monde n'ont survécu que parce qu'elles sont devenues nécessaires à la protection du simple foyer, prouvant que la loyauté est plus avantageuse sur le plan évolutif que l'agression. Cependant, l'art de la guerre n'a pas oublié les leçons de Rome, et l'ombre du molosse plane toujours sur les champs de bataille modernes, bien que sous une autre forme. Les unités K9 d'aujourd'hui, qui prennent d'assaut les bâtiments de terroristes en gilet de Kevlar avec des caméras vidéo sur le dos, utilisent la même doctrine tactique que les légats de César. Les sinologues militaires modernes appellent cela le principe d'agression contrôlée. Mais il s'agit essentiellement de l'évolution directe de la damnatio et de l'indago romaine. L'utilisation de l'animal là où les capteurs humains sont impuissants, et où la vitesse de réaction est une question de vie ou de mort. Lorsqu'un berger malinois belge rattrape un ennemi dans l'obscurité d'un tunnel, il ne le fait pas pour un drapeau ou la démocratie, mais pour la même raison que le molosse il y a 2000 ans, l'approbation de son chef. Les technologies ont changé. Au lieu des pointes de fer du mélon, il y a maintenant des couronnes de titane sur les crocs et une communication radio dans l'oreille. Mais l'essence est restée la même. C'est toujours le même pacte ancien entre l'homme et la bête, signé dans le sang sur les arènes du Colisée, où nous avons échangé leur liberté contre notre sécurité et leur bonté naturelle contre notre guerre. Nous avons parcouru un long chemin, des cols enneigés de l'Épire aux bases d'entraînement modernes, disséquant la machine vivante la plus terrifiante et la plus efficace de l'Antiquité. Nous avons vu comment le génie humain, capable de bâtir des villes éternelles, pouvait, avec la même diligence, pervertir la nature elle-même, transformant le meilleur ami en tueur idéal. Les Romains nous ont montré que la discipline peut briser n'importe quel instinct.
Mais ils ont aussi, sans le savoir, préservé pour nous une race qui est aujourd'hui le symbole d'une loyauté illimitée et non d'une rage aveugle. Et maintenant que le bruit des batailles s'est tu et que l'histoire a remis chaque chose à sa place, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé ce chemin. Comment ont-ils réussi à créer un tel monstre? La réponse est simple et terrifiante. Ils n'ont pas créé de monstre. Ils ont pris la loyauté absolue, cristalline, du chien et l'ont canalisée vers la cruauté humaine. Au terme de cette histoire, chacun de nous devrait se poser une question personnelle, en regardant son chien domestique, dormant paisiblement à ses pieds. Si ma vie en dépendait demain, pourrais-je, comme le légionnaire romain, transformer cet amour inconditionnel en une arme, ou bien y a-t-il encore plus d'humanité en nous, les gens modernes, qu'il n'y en avait dans le plus grand empire du monde? Car, peut-être, la véritable bête dans cette histoire tenait la laisse, et non le collier. Et l'héritage des molosses, ce n'est pas seulement la puissance et la force, c'est un rappel éternel que nous sommes responsables de ceux que nous avons appris à tuer.